bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aussi nombreuses et nombreux ici au Théâtre de la Criée. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont, d'être avec nous pour 1h30. On va passer 1h30 ensemble, pile poil ou presque, parce qu'on rendra le théâtre comme il se doit à 16h. Bon, en tout premier lieu, on va convier vos textes. Ce sera, comme on dit, notre matière première, celle du travail, le travail du verbe, des mots. J'ai apporté quelques livres, mais j'ai pas toute la pile avec moi. On va convier la phrase qui pense en elle-même, qui charrie des mondes, qui est traversée de corps, de gestes, de paysages et de voix. Donc on va convier ces livres que vous publiez maintenant depuis presque 25 ans, Marie-Hélène Lafont. Et on va aussi convier des invités à votre demande, parfois sur le plateau et parfois grâce à la vidéo et au grand écran qui est derrière nous. On va parler notamment de la transformation du réel avec Pauline Maucor qui nous fait l'amitié d'être avec nous cet après-midi, qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau, qui est très familière de votre œuvre et de votre parcours. Elle a signé avec vous les entretiens à voix nue pour France Culture que j'invite tout le monde à réécouter. Ce sont 5 entretiens absolument passionnants sur votre vie et sur votre écriture. On parlera aussi avec Vincent Bioulès de peinture et de paysage. C'est un artiste avec qui vous avez une sorte de conversation depuis un moment. Puis on parlera de nos enveloppes charnelles, plus ou moins en forme, avec Véronique Doisneau, qui est une danseuse, ancienne danseuse de l'opéra, et vous avez souhaité la voir dans une pièce chorégraphique de Jérôme Bel. Tout ça, c'est passionnant. Donc on parlera mouvement et peut-être blessures et temps qui passe. Et puis il y aura aussi l'image, parce que vous signez depuis quelques années souvent des textes comme ça en regard de séries photographiques. On en regardera quelques-unes ensemble, et puis peut-être que ce sera l'occasion d'évoquer les échos que ces images pourraient entretenir avec votre œuvre. Voilà pour le menu. Je fais assez court, mais c'est pour nous donner comme ça un avant-goût, savoir dans quoi on s'engage. Je ne vais pas vous présenter plus que ça en introduction, Marie-Hélène Lafont. L'idée, c'est que celles et ceux qui viennent aujourd'hui pour vous découvrir puissent le faire dans l'heure et demie qui vient. Ce serait beau, j'adorerais. Et puis celles et ceux qui vous connaissent, peut-être puissent y entendre juste quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ce serait beau aussi. C'est toujours quelque chose vers quoi nous tenons, peut-être vous reconnaître ou vous découvrir encore. J'ai juste placé quelques dates comme ça sur notre constellation du temps. Aujourd'hui, on aura tout le loisir d'y revenir, mais 1962, naissance à Aurillac, dans le Cantal, on peut dire que ça aura une certaine incidence sur le reste. Milieu paysan, appétit pour les mots, je vais très vite, pension à la ville et plus tard enseignement des lettres classiques, derniers indiens, ça c'est à Paris. Et en 2001, publication du premier roman, vous avez donc 39 ans, Marie-Hélène Lafont. Immédiatement primée, ce que sera votre œuvre régulièrement et toujours. Par exemple en 2020, avec le prix Renaudot pour Histoire du Fils. Et puisqu'il faut un début à cette grande conversation, et pourquoi ne pas être logique et choisir le premier livre ? Je me permets d'autant plus d'être chronologique que j'espère que nous discuterons tout à l'heure de la liberté que vous prenez avec l'ordre du temps et l'ordre des temps. Ce premier livre sort en 2001, c'est le début du XXIe siècle et c'est à coup sûr le début d'une vie nouvelle pour vous. Peut-être vous nous en direz un mot tout à l'heure. La vie au rythme de l'écriture et des publications, vous me confiez là juste derrière avant qu'on entre sur le théâtre. Je peux le dire que vous sortez un livre en janvier et que la cocotte minute bout et que vous venez de trouver un titre. Donc cette vie bat encore très fort en vous. Voilà, c'est une parution qui a lieu en 2001 à la maison Bûcher-Chastel. C'est une maison à laquelle vous êtes fidèle et qui vous est fidèle en retour. Et ça aussi, c'est une histoire que peut-être on racontera. Voilà comment commence à la fois cette conversation et ce livre. Vous êtes prête ? Je suis prête. On remonte le temps. Vous êtes prêts, vous aussi ? Oui. Voilà. C'est génial de presque vous voir, pas complètement vous voir. Ce livre s'appelle Le soir du chien. Vous voulez dire un mot avant que je lise ou... Il ne s'intitulait pas Le soir du chien au départ, il s'intitulait Quoi encore ? Et quand j'ai rencontré l'éditeur qui a retenu ce texte pour la maison Bûcher-Chastel, il m'a dit, je cite très exactement, c'est un titre qu'on ne va pas pouvoir garder, ce sont les femmes qui achètent les livres, les romans, et qui les lisent, et ce titre c'est comme un coup de poing dans le ventre des femmes. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai envie de le dire, alors quoi encore ? Quoi encore ? Quoi encore ? Et il m'a demandé de trouver un autre titre, m'en a proposé un dont je n'ai pas voulu, et j'ai trouvé ce titre 3 mois plus tard.
Le soir du chien. Mais j'entends toujours, moi, le quoi encore. Guttural et rythmé qui continue à pulser sous la peau de ce chien-là. Par ailleurs, plus de 25 ans, près de 25 ans plus tard, et pour commencer une conversation sur tout votre parcours, je trouve ça super comme début. Quoi encore, Marie-Hélène Lafont, n'est-ce pas? Alors on y va. Elle portait des mitaines et surveillait d'un œil distrait ses 2 sœurs en maillot de bain, en maillot de laine rose. Elle lisait. En noir, dans le soleil, elle lisait. Les autres, autour d'elle, étaient presque nus, insolents de peau, ils riaient, criaient dans la grande lumière de l'été. Elle n'achetait pas de livres, elle les empruntait à la bibliothèque. 2 fois par mois, ici, le bibliobus bleu passait. Il s'arrêtait sur la place, moquette à l'intérieur, grise. Un silence et une odeur. La bibliothécaire et le chauffeur la connaissaient, ils l'attendaient. « Ça, c'est pour vous, Marlène. Ça vous plaira. Je l'ai mis de côté pour vous. » La bibliothécaire l'appelait Marlène et ne pouvait pas savoir que son vrai prénom, c'était Marie-Hélène. Marlène avait toujours trouvé ça trop long, trop mou. Ça dégouline, elle disait. Ça me fait penser à de la confiture. Je la cite. Je la cite très exactement. Elle avait une façon particulière de dire les choses, au plus près, au vif, au creux. Les mots venaient tout seuls dans sa bouche. Et ils s'arrondissaient, se gonflaient, roulaient, glissaient. Ils étaient bien, comme moi, quand elle lisait. J'ai toujours pensé qu'elle plaisait à la bibliothécaire. La bibliothécaire était demoiselle, jeune et pâle, doucement blonde. Elle ne savait pas qu'elle aurait pu aimer les femmes. Elle avait peur de moi. Je la gênais. Si je montais dans le camion avec Marlène, si je restais trop près de son bureau pour feuilleter les revues ou les nouveautés, je n'empruntais jamais rien pour moi. Ma carte servait pour Marlène. Si je restais trop longtemps près de la bibliothécaire, elle se levait. Comme si elle avait affaire ailleurs, dans le camion, du côté des enfants, où il fallait toujours ranger ceci ou cela. Elle se mettait à l'abri, je la suivais des yeux, je la perçais. Le soir, avec Marlène, on en riait, gentiment, on n'était pas féroce. La bibliothécaire s'appelait Aude Cadou, c'est un joli nom. Je m'arrête là, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, mais... En fait, il y a déjà énormément de choses qu'on pourrait déplier dans cette incipit Marie-Hélène Lafont, qui est l'incipit du premier roman avec lequel vous allez vers le public. Peut-être le prénom et ce léger décalage, Marlène et Marie-Hélène, et le sort que vous allez faire ensuite dans toute votre œuvre romanesque à la matière et aux matériaux biographiques toujours transformés. Oui, toujours transformés. Même là, ou sauf là, ou hélas là, cependant là, puisque évidemment cette phrase-là, Marlène, Marie-Hélène, etc., elle est terrible. Lorsqu'il a été question, il y a très longtemps, de la sortie en livre de poche de ce texte-là, j'ai voulu la supprimer. Et mon éditrice m'a dit, Marie-Hélène, mon éditrice Pascale Gauthier, la même depuis donc 2 décennies, m'a dit « Marie-Hélène, ne faites pas ça, ne commencez pas à détricoter vos livres », m'a-t-elle dit. Voilà. Détricoter, évidemment, le verbe était très, très juste. Et j'ai eu, si vous voulez, une sorte de pulsion à laquelle je n'ai pas résisté dans cette phrase. Se méfier de ces pulsions. Ma pulsion, c'était la pulsion de la femme fatale. Alors, j'avais, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, beaucoup d'années de moins, mais ni jeune, ni présentement très moyen-âgée, je n'ai jamais été, évidemment, du côté de ces femmes-là, qui se contentent d'apparaître et vous foudroient pour toujours. Bon. Donc ça n'a jamais été possible pour moi, et comme l'écriture, c'est aussi d'autres vies que la sienne, je me suis glissée dans la peau et derrière le prénom de cette Marlène, qui est une femme fatale dans le roman. Elle a 18 ans et elle l'est depuis toujours et pour toujours. Bon.
évidemment, alors Marlène Dietrich, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et j'ai glissé mon Marie-Hélène dessous. Bon, évidemment, je me repens, je bats ma coulpe depuis 25 ans, mais c'est trop tard. C'est fait, ce qui est fait est fait. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc, cette lie-là, je la boirai jusqu'au bout. Et évidemment, hein, vous avez tout à fait raison de souligner que la question du biographique et de l'autobiographique, elle est, je veux dire, à vif, hein, dans tous mes livres. Si ce n'est que j'entends rester à peu près la seule à savoir dans quelle mesure, voilà, hein, elle palpite plus ou moins ici et là, et de page en page. Bon, là, évidemment, c'est beaucoup trop explicite, beaucoup trop direct. Je ne peux même pas dire que c'est un péché de jeunesse, je n'étais pas jeune. Voilà. Bon, c'est là. Et en même temps, ça n'est pas que le travestissement en une femme fatale que vous n'auriez jamais été, Marie-Hélène Lafon, et d'ailleurs tout ça se discute. Ça permet aussi de raconter cette femme qui, en effet, une fois qu'elle apparaît, ravit tout sur son passage. Très rapidement, cette femme qui aime les livres, on lui dit qu'elle aime aussi le sexe, on lui dit qu'elle aime les corps, on lui dit qu'elle aime l'amour. Et il y a dans ce livre, ce premier livre que vous publiez, Marie-Hélène Lafon, une sorte de continuum entre la pulsion de lire, la pulsion des mots et toutes les pulsions de vivre. Et il me semble que ça, vous le glissez, biographique ou pas, mais vous nous le racontez droit, quoi encore. Et ça vient, peut-être on peut raconter pourquoi est-ce que c'est si transgressif d'emblée, mais ça vient tout de suite vous placer à un endroit, biographique ou pas, mais qui est singulier à l'égard du corps des femmes qui lisent et qui aiment les mots. Oui, c'est une façon, comment dire... de tirer la chose vers le haut, ce que vous venez de faire là. Je dois dire que, encore une fois, en dépit du fait que j'ai commencé à écrire ce livre-là, je n'avais écrit que quelques nouvelles avant d'écrire ce livre-là, et les nouvelles, je les avais écrites entre 96, fin de l'année 96 et toute l'année 97, et en avril 98, je commence à écrire Le Soir du Chien. Et donc, encore une fois, en avril 98, je ne suis plus une perdrix de l'année, hein, mais je n'ai aucune conscience des enjeux que vous venez de déployer là. C'est pour ça que je dis que vous tirez la chose vers le haut. Moi, je n'en ai aucune conscience. J'ai les mains dans le cambouis textuel et la tête dans le guidon. Et la question du corps, de l'apparition du corps des femmes, de ce qu'il advient de leur foudroiement et aussi du rejet qu'elle suscite, parce que ce corps-là, le corps de Marlène, tout fatal qu'il est, c'est aussi un corps étranger. C'est-à-dire que le pays dans lequel elle arrive, par amour, puisqu'il y a une histoire d'amour, est aussi un pays qui va la recracher d'une manière très très organique. Hein. Donc cette question-là, ces questions-là, j'ai presque envie de vous dire, elles suent, elles suintent de tout ce que j'écris, mais je n'ai aucune conscience à ce moment-là de leurs enjeux. Aucune. Alors attrapons un fait qu'on peut dire biographique en revanche, pour avoir notamment écouté les entretiens revenus avec Pauline Mocor ou lu d'autres entretiens, Marie-Hélène Lafon, c'est ce bibliobus, oui, que fréquente Marlène et la bande. Bibliobus a existé dans votre vie à vous, et faisons un saut, pour avoir commencé dans la littérature, faisons un saut dans la vraie vie, même si on va s'empresser tout à l'heure de faire trembler ses limites, mais quel rôle a eu ce bibliobus dans votre enfance, dans votre adolescence, pour vous mener vers la lecture? Dans l'enfance, pour le coup. Mais je pense que ce doit être le cas peut-être d'un certain nombre d'entre vous qui êtes ici. Le bibliobus, c'était le seul accès au livre. Hein, dans une enfance des années, fin années 60, début années 70, au fin fond du fond d'un pays perdu nord-cantal, les réseaux de bibliothèques n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui, ou de médiathèques. Parce qu'au même endroit aujourd'hui, il y a vraiment un accès au livre qui a totalement changé et qui est beaucoup plus ouvert. Hein. Donc on n'avait pas de livres, il n'y avait pas de bibliothèque, et il n'y avait pas de livres non plus dans ma famille. Il n'y avait aucune hostilité au livre, mais il n'y en avait pas. Donc le livre n'arrivait que par le bibliobus. Voilà. Et dans le cadre de l'école. Et le bibliobus, c'était comme tous ces camions qui apportaient des denrées alimentaires, voilà, le camion de l'épicier, le camion du charcutier, enfin, il y avait à cette époque-là, ça
duré un certain temps ensuite d'ailleurs, et ça dure parfois encore, mais de manière très sporadique. Il y avait donc toute cette circulation. Alors il y avait le camion pour la charcuterie le mardi, il y avait le camion de l'épicier, il y avait le camion du boulanger, et il y avait le camion des livres. Et le camion des livres, on pouvait monter dedans, nous les enfants. On montait jamais dans le camion de l'épicier. On se contentait d'apercevoir ses entrailles depuis la route. Oui, la route, quoi, le bord de la route ou la place, quoi, du village. Et là, on montait et on choisissait et on ressortait avec des livres. C'était un acte purement magique. Et il y avait de la moquette. Ça, c'est très important parce que dans mon enfance, une enfance paysanne de cette époque-là, il n'y avait pas de moquette. Nulle part. Et là, il y avait de la moquette. Et je me souviens qu'elle était bleue. Et donc, des odeurs extrêmement particulière, l'odeur des livres quand vous les mettez ensemble, des livres un peu fatigués hein, puisqu'ils servaient à plusieurs, voilà. Et il fallait les rendre les livres, ça c'était terrible, voilà. Mais il y avait donc cette attente, ce désir des livres, voilà, et qui arrivait, et il y avait de la magie là-dedans, il y avait de l'enchantement, il y avait de la joie parce que c'était joyeux, voilà. Et j'en ai gardé vraiment des impressions extrêmement fortes et puis une grande reconnaissance à ces systèmes-là, à ces organismes-là, qui faisaient que des enfants comme moi pouvaient avoir accès, par le truchement de l'école et dans son cadre, aux livres. Voilà. Et ça a des effets collatéraux, engendre des dégâts collatéraux, si vous voulez. C'est comme ça qu'on se retrouve 40 ans et quelques années plus tard. Sur un canapé à Marseille. Avec Marie Richeux et Olé Beaujour et vous à Marseille. Voilà. Hein. Bon. Mais ça commence là, oui. Donc c'est précieux et fondamental. Puisque vous rapprochez le bibliobus du camion du boucher et du camion de l'épicier, quel genre de nourriture ça a été pour l'enfant que vous étiez, Marie-Hélène Lafont? Ça nourrissait quoi et à quel endroit de votre corps dont il va être tellement question. Je reviens à ce personnage de Marlène Marie-Hélène, dont vous écrivez qu'elle elle a un rapport comme ça physique aux mots qui roule dans sa bouche pour qui c'est facile. Il y a quelque chose d'intime entre elle et les mots. Est-ce que c'est l'enfant ou la jeune adolescente que vous étiez? Oui, alors ça, il y a eu une heureuse coïncidence, si vous voulez, entre le fait que j'apprends à lire et à écrire au CP, comme tout le monde. Je ne vais pas à la maternelle, il n'y en a pas. Donc il y a cette sorte de seconde naissance extrêmement magistrale comme ça, qui est l'accès à la lecture et à l'écriture, qui se fait, me semble-t-il, de façon magique à l'entrée au CP, et le bibliobus survient très vite, vous voyez, et avec l'accès d'abord à ce qui devait être, je n'en ai aucun souvenir précis, mais des albums adaptés aux enfants qui viennent d'apprendre à lire. Enfin, ça existait moins à cette époque-là, mais ça existait déjà. Et c'est très banal ce que je vais dire, mais il y a une sorte de... Voilà, la vie s'élargit. Hein, vous voyez, je ne connais enfant, et c'est très banal aussi, que l'horizon de la famille dans laquelle je grandis. La télévision, on l'a en 68, c'est l'année pendant laquelle je rentre à l'école. Donc, je veux dire par là que d'un seul coup, l'horizon s'élargit, d'autres mondes se mettent à exister de l'autre côté de l'écran de la télévision et dans cette mise en forme des choses qui est l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Ça va ensemble d'ailleurs, hein. Évidemment, d'ailleurs, on apprenait à faire tout ça ensemble. Et oui, c'est ça, une sorte d'élargissement du monde, et je sens, plus que je ne comprends, que ça serait ma place. Voilà. Ma place dans le rapport aux mots, qui font des phrases et avec lesquelles on raconte des histoires qui sont dans des livres. Moi, je ferais ça. Mais ça, c'est déjà là. C'est-à-dire que, par exemple, je me raccroche encore à ce personnage, mais qui dit les choses au plus près, au plus vif. Vous pensez déjà comme cette jeune fille-là? Je me pense pas, moi. Je me pense pas. Je trouve une place. Je trouve une place quand j'arrive à l'école et au livre en même temps. Ça se fait en même temps, l'école et le livre. Reconnaissance définitive et éternelle à l'école. Voilà. Par laquelle le livre arrive dans ma vie et se met à l'épicentre. Et je le pense pas. Je le vis, et sans doute l'ai-je vécu d'une manière extrêmement physique aussi.
C'est-à-dire que quand on grandit dans une ferme, comme c'est mon cas, hein, on a immédiatement un rapport très physique aux choses, parce qu'on grandit au milieu de sensations olfactives, auditives, etc., fortes. Voilà, hein. Et à l'école, moi j'éprouve toutes ces émotions qui me traversent à la découverte de ces mondes, je les éprouve, je les prends de plein fouet dans mon corps. Voilà. Et je me pose aucune question, j'y vais. Voilà. J'adhère, je suis dedans, j'ai une place dans le monde. Et jusqu'à 6 ans, j'ai pas de place. Enfin, j'en ai une qui est difficile à tenir. Hein, je la tiens, mais elle est difficile à tenir. Et là, bam, c'est... Bon, donc, il me reste quelque chose, vous voyez. Chaque fois qu'il est question de ça dans un entretien, je sais bien hein, que je me heurte à quelque chose que je ne déploierai jamais tout à fait. C'est comme un noyau dur, vous voyez, un épicentre définitivement incandescent, voilà, auquel je ne toucherai pas plus que nous n'y touchons là, vous voyez, hein, parce que ça n'est pas possible. Ça fait écrire par ailleurs, donc c'est bien. Voilà, ça n'est pas possible de s'approcher plus près encore. Si on s'approchait plus près encore, soit on disparaîtrait dans la fournaise, soit on n'écrirait plus. Est-ce que ce monde des lettres dans lequel vous dites atterrir justement et trouver votre place, Marie-Hélène Lafont, ça fait partie des choses que la voix du père désigne comme étant ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Les filles, partez car vous trouverez ailleurs ce qu'il n'y a pas ici. Est-ce que les livres, l'école, les mots, les histoires, la littérature, ça fait partie de ça? Ça en fait partie comme des passagers embarqués, si vous voulez. L'intention du père, en l'occurrence, n'est pas du tout, vous voyez, de vous envoyer vers la littérature, de m'exhorter à aller vers la littérature, la lecture, etc. L'intention du père, j'ai presque envie de dire l'intention des pères, parce que là, il y a une emprise sociologique, etc. Hein, des pères, des filles dans ces milieux-là, à cette époque-là, c'est de dire aux filles, allez chercher ailleurs ce que vous ne trouvez pas chez vous, c'est-à-dire, grosso modo, vous ne serez pas paysanne, hein, y a quelque chose qui est en train d'arriver qui fait que si quelqu'un reste sur le territoire paysan, ça serait le fils, hein, et vous, les filles, allez ailleurs, et si possible, devenez fonctionnaire. Voilà, ça oui. Alors là, il y avait une intention, vous voyez, des pères, hein, parce que il n'y a pas que le mien qui fonctionnait comme ça. Bien sûr que non, c'est pour ça que la chanson de Jean Ferrat, voilà. La montagne, qui disent ils seront flics ou fonctionnaires, est une chanson qui a parlé à toutes les régions de France. Voilà. Ensuite, il ajoutait de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. On va finir par chanter, Marie-Hélène, attention. Et je me souviens qu'il y avait aussi, il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger le poulet aux hormones. Et je peux vous dire que aux hormones, ça m'a résisté pendant très longtemps. Je ne savais pas du tout ni comment ça s'écrivait, ni ce que ça voulait dire. Bon, bref. Mais est-ce que vous avez, vous aussi, voulu qu'on vous cuisine du poulet aux hormones pour qu'on voit ce que c'est? Non. Parce que moi, je me suis demandé pendant très longtemps, mais qu'est-ce que c'est que ce poulet aux hormones qui fait tant envie aux fils de paysans qui quittent la terre? Moi, je n'avais pas ces curiosités-là. Mais en revanche, vous voyez, pour en revenir à la question, donc, c'est ça, la ligne d'horizon que fixaient les pères, c'était devenir fonctionnaire. Donc, il y avait 1000 façons de devenir fonctionnaire. Et pour celles comme moi qui apprenaient bien, c'était presque une détermination physiologique due à la vastitude de mon front. Ayant un grand front, je devais donc engranger derrière ce vaste front de nombreuses notions. Voilà. Et j'ai fait ce qu'on m'avait dit, moi. Hein, bon. Et donc, il y avait un débouché naturel, hein, qui était de devenir institutrice. Ça roulait tout seul. Voilà, donc c'est tout. C'était programmatique. Alors, mon père, plus tard, quand j'ai commencé à accepter d'accompagner mes livres dans le Cantal, il venait très volontiers à la bibliothèque de Ruyens-Montagne. Ruyens-Montagne, c'est le gros bourg qui se trouve à côté de l'endroit où se trouvait la ferme de mes parents. Il venait très volontiers et là, il faisait admirablement le père de l'écrivain. Ah, je peux vous dire qu'il était parfait. Il était extraordinaire. Donc, après les rencontres, donc, il y avait un temps de dédicace. Donc, moi, j'étais en train de dédicacer. Il y avait un buffet à bout de la médiathèque, avec du saucisson, du jambon, enfin, toutes sortes de bonnes choses. Et mon père, il était là au buffet, toutes les dames autour de lui, et il expliquait, etc. Et il racontait, il réinventait ma vie. Vous voyez ? Mais avec une précision qui enchantait tout le monde. Et il était parfaitement à l'aise.
J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre d'une certaine manière. D'une certaine façon, oui. Que chacun puisse inventer la vie des oui. autres. Oui, après tout, vous avez raison. Que s'octroie l'écriture peut peut-être être renvoyé comme une balle à l'envoyeur, mais c'est un autre sujet. Oui, vous avez raison, mais je n'y avais jamais pensé, je l'avais jamais vu comme ça. Bonne guerre. Merci. Moi, je me dis, après tout, au buffet, que le père réinvente la vie de la fille qui, par ailleurs, l'écrit dans ce livre. Why not? Vous avez raison. On n'a qu'à y penser. Vous dites tout à l'heure, j'ai eu jusqu'à 6 ans une place difficile à tenir, mais que je tenais, notamment dans les sensations très physiques, avec tous les sens déployés. Vous découvrez dans la lecture un élargissement du monde, mais il faut attendre longtemps, vous dites, pour retrouver quelque chose de votre monde dans la littérature. Souvent, vous citez, désolé de vous le faire répéter, mais voilà, le deuxième grand élargissement du monde qu'a été la découverte des textes de Pierre Michon et de Pierre Bergougnot, entre autres, lesquels ont aussi raconté la découverte qu'ils ont eue aussi dans les bibliothèques de pouvoir revenir à la source et se voir écrit dans la littérature, chose rare pour des personnes d'extraction paysanne. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots, Marie-Hélène Lafont, ce que ça a été pour vous dans votre parcours, voilà, peut-être qui nous permettrait de faire un pas vraiment vers l'écriture désormais? Oui. Voilà, donc le livre, c'était loin. Hein. Les livres à lire, c'était loin. Et les livres à écrire, encore plus, évidemment. C'était loin. Et puis les livres à écrire, ça devait rester caché, pour le coup. On ne devait pas dire qu'on voulait écrire des livres. Donc, chose dont vous avez envie à partir de quand? Ah, ben, très tôt. Hein. Dès que je vois à l'école que les histoires, elles sont dans les livres, mais moi, je veux lire les histoires aux élèves, donc être le professeur, mais je veux aussi les écrire, les histoires. Donc, tout de suite. Ça va ensemble, hein. C'est immédiat, ça se sépare pas. C'est vous qui racontez, je fais un saut dans le temps, que vous testez un passage de votre propre livre en le dictant à vos élèves dans une salle de classe? Pas du tout? Non. Ok. Non, en revanche, l'histoire, c'est que en dictant, en faisant une dictée ok, vous trouvez un temps. Voilà, à un de mes élèves, je trouve le dernier mot d'un de mes livres. Parce que je suis en train de leur dicter une dictée que j'ai concoctée moi-même à leur intention sur les formes en ré, vous savez, le conditionnel, voilà. Et d'un seul coup, j'entends, et je me dis, waouh, c'est ça qu'il faut que je mette, voilà, le dernier mot de mon 3e livre. Voilà, c'est ça en fait, je pense. Dans Chantier, je crois que c'est dans Chantier. Oui, absolument. Mais donc, en l'occurrence, donc le désir d'écrire, il est là. Hein, il est là. Donc, je vais tourner autour du pot très longtemps, je passe. Et en effet, c'est la lecture, la découverte de l'existence d'écrivains vivants, qui sont Pierre Michon, Pierre Bergougnot, Richard Millet. Les 3, je les découvre à peu près au même moment. L'un d'abord et les 2 autres ensuite. Je les lis de façon obsessionnelle pendant presque un an. Et ensuite, je commence à écrire. Et je dis que, en effet, vous avez raison, c'est le 2e élargissement du monde. C'est-à-dire que là, j'ai déjà 34 ans et je me dis que si je ne le fais pas, je vais passer à côté de... Enfin, alors je dis volontiers passer à côté de ma vie, en tout cas passer à côté de ce qui fait horizon d'attente, jusqu'à présent hors d'atteinte, dans ma vie. Vous voyez, et à 34 ans, on n'en a plus 12. Hein. Donc on y va ou on n'y va pas, donc j'y vais. Ouais. Avec quelle force vous y allez? Je sais pas. J'y vais avec la force des inconscients et des obsessionnels. C'est-à-dire que je n'ai aucune conscience des enjeux, j'ai juste conscience de mon désir et de la nécessité qui est plantée au milieu de mon existence de faire ça ou de passer à côté. Donc je fais ça. Voilà. C'est pas donné à tout le monde d'aller vers sa propre nécessité aussi, franchement. Même à 34 ans, ce qui peut vous paraître tard. Brutalement. Brutalement. Violemment. Je dirais ça, moi. Peut-être qu'il y a des fois où on peut y aller que comme ça. Absolument. J'ai tendance à le penser, mais bon. On le sent d'emblée, donc les textes sont nourris de biographies, mais c'est à vous de dire à chaque fois quel est le lien qui existe proche ou lointain avec des faits biographiques. Nous, on est dans autre chose, on est dans la littérature avec vous, Marie-Hélène Lafont. Mais il y a ce réel qui quand même pétrit votre langue, on sent que vous allez le chercher, que vous vous cognez à lui et que ça vous intéresse d'aller se cogner à lui. Et pour évoquer cela, vous avez choisi d'avoir une invitée, c'est la première, et c'est celle qui sera en plateau avec nous, c'est Pauline Maucor. Et salut Pauline, bienvenue. Il y a un micro pour toi. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci. Bonjour Pauline. On peut dire que pour te présenter rapidement, que tu produis des documentaires radiophoniques, notamment pour des émissions emblématiques de France Culture. J'ai nommé Les Pieds sur Terre, la série documentaire Les Grands Entretiens à voix nue dont je parlais tout à l'heure. Je vous invite encore une fois, comme ça je l'aurais fait 2 fois, à aller les écouter.
Tu es journaliste, tu es autrice, tu avais notamment consacré un livre à la guerre et après, aux traces laissées par la guerre sur le corps de ceux qui la vivent et qui la font. Et tu as signé pour France Culture 2 séries dans la grande série documentaire consacrée au monde rural, on va dire, à la fois le complexe rural et à la fois la transmission des métiers de la ruralité, des métiers agricoles. C'est la dernière série où tu étais tournée vers des élèves dans des lycées agricoles. On a voulu, pour peut-être parler de ton travail, à l'invitation de Marie-Hélène Lafont, faire entendre un extrait de cette série documentaire. Donc c'est le premier volet de cette série documentaire. Est-ce que tu veux nous en dire un mot avant qu'on écoute ? Non, on écoute tout de suite ? Voilà. Donc c'est la voix de jeunes gens qui parlent du monde paysan. Mon père il est agriculteur, éleveur laitier. Ouais, il est tout seul. Il y a mon grand-père qui l'aide, et puis mon frère, et puis moi le week-end. On travaille à peu près minimum 10 heures par jour. Le matin, on commence à 6 heures, puis on finit à 20 heures. Ou alors l'été, des fois on s'arrête pas, on commence à 6 heures du matin, puis on arrête à 22 heures le soir. Des fois 1 heure du matin, ou 3 heures si on presse de la paille. Ça dépend des jours. Et ça te plaît ? Oui, moi ça me plaît, c'est une passion, quoi. On a ça dans le sang, on aime bien, c'est notre vie, quoi. Moi je pourrais pas me passer d'être avec les vaches ou quoi que ce soit. Ça me manque, sinon. C'est un rituel, le vendredi je rentre. Dès que je rentre, je vais voir les vaches. On les mousse déjà, on désinfecte les mamelles, après on les lave. Puis après on branche une griffe pour extraire le lait des mamelles des vaches. Le geste entre la vache et l'homme, c'est la passion. Je sais pas, c'est un ressenti qui est entre la vache et moi, quoi. Je sais pas, c'est le moment que je préfère dans la journée, oui. Je préfère être avec une vache qu'avec des humains, presque. Je sais pas, c'est un regard entre moi et l'animal. J'aime bien ce regard-là, quoi. Entre moi et les vaches, je sais pas, il se passe quelque chose. Un sentiment d'amour. Presque. Oui, c'est ça, un sentiment d'amour. Je pense que les deux sont au même niveau. C'est ma vie, je suis né dedans, alors je pourrais pas faire autre chose. C'est donc un extrait de toute ta série documentaire réalisée par Gaëlle Gillon. Est-ce que tu veux dire quelques mots de la voix qu'on vient d'entendre ? Et moi, je peux juste te dire que pour avoir écouté plusieurs fois cet extrait et cette voix, je crois que je pourrais le réécouter juste pour le presque qui reste dans sa gorge, là, le sentiment d'amour presque. Qui sont les personnes que tu as interviewées pour cette série documentaire ? Alors, ce jeune homme qu'on entend, il s'agit de Grégoire. Et donc, j'ai interviewé Grégoire et sa bande de copains. La première fois que je les rencontre, ils sont en seconde pro, au lycée agricole de La Brosse, près d'Auxerre, dans l'Yonne. Et je les rencontre à la faveur d'un atelier où il s'agit de faire découvrir le documentaire dans toutes ses formes. Donc aussi bien les films documentaires que le documentaire sonore. Et donc je leur passe des extraits. Et ce que je cherche aussi, c'est qu'en échange, ils se prêtent au jeu à un moment de l'enregistrement et de me raconter des choses d'eux. Voilà. Donc ça commence comme ça, la rencontre autour du documentaire. Et la première fois que je vois Grégoire, parce que Grégoire c'est une voix qu'on entend, mais c'est aussi un corps. Et tout de suite, il me fascine en fait, parce que tout son corps raconte quelque chose qui pour moi est étrange, mystérieux, parce que je ne viens pas de là. Et donc ça m'attire beaucoup. Et dès le départ, en fait, je vais avoir envie de travailler avec lui. Voilà. Et lui, il ne va pas sans ses copains. Voilà.
C'est comme ça que tu vas vers Grégoire et les autres, parce qu'en effet, il y a une pluralité de voix dans le documentaire que tu produis. J'ai l'impression que ça tombe sous le sens, comme on dit Marie-Hélène Lafont, quand on entend ce court extrait, qui lui aussi est extrêmement dense, ça tombe sous le sens, le lien qu'il y a entre ce travail effectué à partir du réel par Pauline dans le monde contemporain et le travail que vous faites en littérature. Est-ce que vous voulez bien nous dire pourquoi est-ce que vous teniez à ce que Pauline Maucor soit avec nous cet après-midi ? Oui, merci. J'y tenais pour ça, là. Pour ce que vous venez d'entendre. Il se trouve que, donc, Pauline Maucor est entrée en contact avec moi, d'abord pour la première série LSD, le complexe rural Partir-Rester. C'est bien comme ça que ça commence, si je ne me trompe pas. Le 4e épisode. Voilà, le 4e épisode de cette première série, donc la série documentaire, émission de documentaire sur France Culture. Ensuite, nous avons fait, vous m'avez proposé, nous avons fait ensemble, donc, ce qui suppose un compagnonnage assez long, hein, le travail de la série À voix nue. Et À voix nue, c'est 5 fois 25-26 minutes, mais c'est donc beaucoup plus de temps d'entretien et d'enregistrement que ces 5 fois montés. Bon. Mais, si je puis dire, la raison pour laquelle j'ai pensé à vous cet après-midi, c'est parce que cette façon que vous avez de travailler à partir de l'ici et maintenant du monde paysan d'où je viens et de lui donner une incarnation qui est extrêmement tenace et à la fois frontale et précise et puissamment poétique, j'insiste, je pèse mes mots. Le presque, c'est un sommet de poésie. Je cherche ce que je ferais avec ce presque, moi, dans une phrase. Un point-virgule ? Probablement. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux. Je ne peux pas écrire le presque, ça c'est sûr. Hein, voilà. Bon, mais vous voyez, donc, la manière d'empoigner ce réel-là, qui est si difficile, si piégé, et il est d'autant plus difficile qu'il est difficile à aller chercher, parce qu'en principe, on n'a pas les mots quand on a les pieds dans ce réel-là. Vous voyez ? Et ça, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est pour ça que j'ai voulu que j'ai eu le désir, et merci de l'avoir exaucé, que vous soyez là. Et de réentendre ça ici avec vous, c'est assez vertigineux, je dois dire. Hein. Et notamment, en effet, ce presque, puis ce mot amour qu'il pose. Alors, je peux vous demander, quand il vous dit ça, là, avec le presque et le mot amour, les autres sont là, autour, ou vous êtes seul avec lui ? Ils sont 3 ou 4, je ne sais plus. Donc, ils l'entendent dire ça. Oui. Mais oui, mais peut-être que c'est intéressant parce que c'est aussi ce que produit l'écoute et ce que produit un micro. Mais c'est pas tout à fait pareil ce que produit un micro et ce que produit l'écoute. Ce sont deux cadres différents. On peut très bien entendre un micro et ne jamais obtenir ça, alors qu'avec une écoute, et peut-être qu'on peut parler de ça, Pauline, si tu veux bien, c'est-à-dire que l'écoute, c'est une manière de recueillir, de découper le réel, d'aller vers, et il me semble que c'est pas très loin de ce que vous produisez, Marie-Hélène Lafont, en littérature, c'est-à-dire que vous écoutez, même si c'est le passé, mais j'ai l'impression de vous entendre écouter quand vous écrivez. Est-ce que tu veux bien nous parler, Pauline, de ta pratique de l'écoute, et si vous voulez bien, Marie-Hélène Lafont, en réponse, qu'est-ce que ce serait l'écoute quand on écrit, si ça vous parle ? Moi, ça m'intéresse. Une chose, hein, l'écoute quand on écrit, c'est d'abord de se laisser traverser. Bah, c'est écouter quelque chose qui nous traverse. Oui, absolument. Pauline. Alors, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs étapes, dont 2 parallèles. Il y en a une où j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir imaginer, pour pouvoir m'autoriser à accorder de l'importance à des détails infimes. Et pour ça, pour me nourrir, en fait, je lis. Et je lis Marie-Hélène Lafont. Et par exemple, il y a des scènes, en fait, du quotidien qui me restent imprégnées, qui s'impriment, en fait. Et par exemple... Des textes. Des textes. Moi, j'ai commencé à lire... j'ai découvert Marie-Hélène Lafont en lisant le recueil Histoire. Et par exemple, la nouvelle qui s'est le plus fortement imprégnée, c'est Les Mazagrans. Parce que cette scène où on entend les cliquetis des cuillères, des petites cuillères dans les mazagrans,
c'est pas grand-chose, c'est très très quotidien, et pourtant ça m'emporte loin dans les sensations, voilà. Et ce genre de scène, de sensations, c'est ce qui va me guider ensuite quand je suis avec des gens, quand je rencontre des gens, c'est ce qui va me guider pour leur demander de me décrire des scènes. Et ça me donne confiance parce que je sais que ça existe, je sais que c'est puissant puisque je l'ai lu. Alors qu'on pourrait penser que c'est juste du détail. Et donc je vais comme ça chercher des éléments. Mais ça veut dire que c'est la lecture de la littérature qui te donne foi dans ton oreille ? Parce qu'on pourrait considérer que l'oreille que tu tends au monde, elle pourrait avoir confiance en elle. Enfin, je veux dire, j'imagine que tu es ému par le son avant d'avoir lu, ou peut-être c'est dans l'autre sens. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. En fait, ce que je lis, ça me... donc moi-même, je suis traversée d'expériences, de sensations qui viennent de l'enfance, mais je doute toujours qu'elles soient intéressantes, qu'elles fassent matière. Et le fait que ça existe en littérature, voilà, exactement. Ça légitime ça. Exactement. Donc ça, c'est une première étape. Et en parallèle, je fréquente le réel, quoi. Donc ces jeunes, par exemple, et je fais plein de choses avec eux. Je leur propose de faire plein de trucs. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a d'autres auxquelles ils résistent beaucoup. Parfois même, je dois essuyer quelques moqueries, voire quelques humiliations, parce qu'ils me rejettent, ou alors je deviens le souffre-douleur, ils me font plein de blagues entre eux que je ne comprends pas vraiment. Enfin, voilà. Je te laisse pas faire. Voilà. Et je teste plusieurs choses, j'expérimente. Je leur fais lire des extraits de textes, ceux de Marie-Hélène, mais ceux d'autres auteurs aussi, autrices. Et honnêtement, ceux de Marie-Hélène fonctionnent beaucoup mieux que les autres. On va y venir justement à la place que tu fais au texte de Marie-Hélène, entremêlée à ces voix-là. Marie-Hélène Lafont, la question de l'écoute, donc ce serait accepter de se laisser traverser par sa propre langue, mais quand même, vous vous décrivez aussi comme ayant été cet enfant, future autrice, oreille grande ouverte. C'est ce que François Mauriac appelle les enfants espions. Ouais. Voilà. Sur le monde et sur les gens. Voilà, les enfants espions dont on se méfie pas, ils se taisent dans un coin, ils sont tranquilles et en fait ils absorbent absolument tout. Voilà. Alors j'ai probablement eu ce type d'acuité, une façon d'être à l'affût qui vous permet d'être. Être à l'affût, c'est être. Voilà. Peut-être d'une manière un peu coûteuse psychiquement parce que c'est une mise en tension constante, mais être à l'affût. Mais je crois que les gens qui écrivent ou qui créent de manière générale sont toujours à l'affût. Il y a toujours une part d'eux-mêmes qui est à l'affût. Et en même temps, se laisser traverser. Donc, ne pas vouloir d'emblée faire le tri, établir une hiérarchie entre ce qui survient. Voilà, entre le soi et le monde. Il y a voilà, on est constamment bombardé, traversé, caressé, explosé, ému, mis en joie, enjoyé, on devrait dire. Voilà. Et ensuite, ça fait matière pour l'écriture. Bon, ce processus-là, il a été à l'œuvre en moi de manière, j'ai presque envie de dire organique, très longtemps avant que je commence à écrire. Et il continue à être à l'œuvre en moi. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand nous avons, avec Pauline, donc travaillé pour cette série à voix nue, moi j'ai senti le processus que Pauline vient de décrire, c'est-à-dire la lecture, les lectures, une sorte de travail comme ça d'apprivoisement, voyez, qui fait que ensuite l'écoute est d'une acuité et d'une intensité incroyable. Je l'ai vu s'appliquer à moi-même dans le processus d'enregistrement des entretiens à voix nue. C'était une écoute des questions, certes, mais aussi une manière d'écouter les réponses aux questions extrêmement nourrie et travaillée de l'intérieur par les strates, voyez, hein, de lecture et de réflexion aussi qui s'étaient développées à partir de ces lectures. Ça, moi, je l'ai éprouvé. Et ça ne m'étonne pas que ces garçons-là l'éprouvent aussi et donc ils résistent en même temps. Parce qu'ils ont bien conscience que vous allez les amener là où ils ne savaient même pas qu'ils étaient capables d'aller. Et donc, évidemment, ça leur donne le vertige, hein, ça c'est sûr. Ça s'entend dans le presque. Tu leur fais écouter après ? Oui, je leur fais écouter. La deuxième série, là, Apprendre la Terre, qui a été diffusée donc 2 ans après, parce que c'est toujours les mêmes garçons que je suis,
ils étaient très très fiers et honorés de savoir. Ils voulaient savoir par combien de personnes c'était entendu. Combien de personnes. Et alors, Tu leur as dit des millions? oui, oui. Bah oui. Et en fait, enfin, je sais pas si je. Bon, en tout cas, pourquoi c'est important pour moi d'en faire des personnages, c'est pour que ensuite, en tant qu'auditeur, on accepte ce qu'ils ont à nous dire par la suite dans le documentaire, parce que il se trouve que Grégoire, là, on peut l'aimer facilement, en tout cas être en empathie. Et quand on écoute le documentaire, l'heure de documentaire dans la foulée, en fait, au fur et à mesure du temps, on apprend sa vision du monde et pour qui il imagine voter au moment où il aura 18 ans, lui et ses copains. Et donc, il nous dit très facilement que, bah voilà, en fait, ils voteront Marine Le Pen. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que je souhaite que leur force vitale, leur poésie, tout ça se déploie et s'installe dès le début. Pour que notre écoute ultérieure puisse aller au bout et puis accepter ce qui va être dit, quoi qu'on en pense. Mais en tout cas, avec cette oreille-là, finalement, tu travailles l'écoute de tout le monde. La leur, la tienne, et puis la nôtre au bout de l'affaire. Voilà, c'est ça. Et c'est pour qu'on puisse les accompagner dans leur logique à eux. Et sans rejet. Voilà, pour comprendre la logique. Dernière question, peut-être avant d'écouter l'extrait où ils lisent les sources de Marie-Hélène Lafont, sur la question du retour. Donc je demande à Pauline, est-ce que tu leur fais écouter? Ça a été aussi une question dans votre parcours, Marie-Hélène Lafont, et on plaisantait tout à l'heure de votre père qui s'amusait à raconter votre vie au buffet, mais écrire sur ce monde paysan-là, qui jouit, pour dire les choses avec euphémisme, de peu de représentation dans la littérature, en tout cas pendant très longtemps, c'est se poser la question de la réception, du retour, de la lecture, ou c'est surtout ne pas se la poser? Il vaut mieux ne pas se la poser, hein, parce que sinon on ne le ferait pas. Hein, c'est pour ça que, si vous voulez, je suis d'autant plus émue, secouée, saisie par la démarche de Pauline Mocor. Moi, si je m'étais posé la question, si je m'étais posé la question de manière lucide, je n'eusse évidemment pas emprunté cette voie-là. Mais comme j'étais bien incapable, je le dis volontiers, d'écrire un roman historique en Basse-Égypte, hein, voilà, on écrit les livres qu'on peut. Hein, c'est la première chose. Et aussi, il se trouve que ici et maintenant, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans que mes livres sont publiés, que je les accompagne, la réception de mes livres, les quelques fois, parce que c'est rare et fugace, hein, et difficile à saisir, mais les quelques fois où j'ai pu avoir des échos précis de la réception de mes livres par ceux, CEUX, hein, qui de personnes sont devenues personnages dans mes livres, chaque fois ça a été une lecture qui relève de la reconnaissance, c'est-à-dire c'est nous, on est comme ça, on se reconnaît. Bon, je sais que c'est très fragile, hein. Ça peut basculer à tout moment, hein. Mais jusqu'à présent, c'est plutôt une histoire heureuse et assez douce au fond. Peut-être parce que dans ce que j'écris, il n'y a ni jugement, ni surplomb, ni mise en jugement. Voilà. Bon, ça serait une autre figure de ce que vous dites quand vous dites les écouter jusqu'au bout. Bon. Et alors, par ailleurs, au sujet de mon père, je vous rassure, donc, il ne racontait pas ma vie, il l'a réinventé, premièrement, et deuxièmement, il n'a jamais lu mes livres. Hein, voilà, ce qui... il y a vous laissez une marge de manœuvre. Il n'a pas lu un seul. Il a lu le début des pays. Voilà. La première partie des pays qui est courte, et il m'a dit au téléphone un certain temps après, hein, il m'a dit tu as raison, à la Gravière c'est comme ça. Validé, comme on dit aujourd'hui. Validé. On écoute un deuxième extrait de ta série documentaire. Pauline, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est donc le nom de la personne qui va lire les sources? Gabin. C'est Gabin.
Lui non plus n'aimait pas l'école. Il s'ennuyait, il regardait par la fenêtre à longueur de journée. Il voyait les prés, les bois, les vaches de son père et celles des autres paysans. Il ne comprenait pas bien pourquoi il fallait rester assis là à répéter des leçons au lieu de galoper dehors. Il n'a pas eu son certificat, il s'en fichait à l'époque, maintenant il regrette parce que l'instruction qu'il n'a pas lui manque. Même pour les affaires de la ferme, et aussi parce qu'il avait déçu la tante Jeanne, qui ne méritait pas ça. Il avait toujours aimé le travail de la ferme et les bêtes, surtout les vaches. Il disait qu'il avait la vache et le métier de paysan dans le sang, comme son père et son grand-père avant lui. La source serait là, une source. Elle préfère le mot source au mot racine. Elle a beaucoup retourné ses questions quand elle avait 30 ou 40 ans. Elle sait que sa sœur et son frère s'arrangent aussi comme ils le peuvent avec cette maison des petites années, la cour et l'érable, Fridière et le reste. Elle les retrouvera dans 1 heure avec les nouveaux propriétaires chez le notaire de Murat pour signer la vente de la maison. Elle pense que c'est le dernier acte et s'en voudrait presque de ne pas pouvoir remplacer ce terme un peu grandiloquent qui lui tombe dessus dans la cour vide par un autre, plus neutre, plus dégagé. La dernière étape, la dernière démarche, la dernière formalité. Il liquide l'héritage. Ils ont été les 3 héritiers du père. Claire respire l'odeur tiède et sucrée des feuilles alanguies. Alanguie est ridicule, elle le sait, mais elle laisse ce mot monter et la déborder. Personne n'a jamais été vraiment alangui dans cette cour. En tout cas, personne qu'elle connaisse. Elle se prend à espérer que quelqu'un l'ait été avant eux et à souhaiter que quelqu'un puisse l'être après eux, les 5, vissés là pendant une poignée d'années, et le père ensuite, fort peu alangui et seul en son fief, quasiment jusqu'à la mort. Claire s'adosse au tronc de l'érable. Elle écoute l'assentoir. Elle a posé sa main droite ouverte sur le lichen roux de la façade. Elle va partir, elle se souviendra de tout. Elle ne ferme pas les yeux, la lumière est douce. Merci pour cette lecture, Marie-Hélène Lafont. C'était Les Sources. On vient de voir des images qui sont extraites de ces 3 livres, 3 séries de photographies, Denis Dailleux, Alexis Vettoretti et Vincent Gouriou. Voilà, pour nous, c'était important, avec Nicolas Lafitte, avec qui on a conçu cette grande conversation, de vous faire passer par la case de l'image, parce que vous la fréquentez. On va venir dans un instant à la peinture.
Peut-être la photographie, c'est intéressant d'en dire un mot, tant elle est rare dans le monde paysan. Pendant tout un temps, il y a aussi une rareté de cette image-là, qui est comme un peu, on va pas dire complétée, mais consolée par des productions récentes et très belles que vous avez accompagnées, Marie-Hélène Lafont. Est-ce que vous voulez dire un mot des quelques images qu'on a vues défiler? Et comment, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, comment est-ce qu'elles viennent en écho ou en dialogue avec les textes que vous publiez depuis 25 ans? En fait, c'est une circulation. Il y a une sorte de fluidité de sens et de sensation entre les photos que l'on me propose, avec lesquelles ou à partir desquelles on me propose de travailler régulièrement, et les textes. Vous voyez, au fond, quand on me demande si je vais pouvoir écrire sur telle ou telle photo, souvent il m'arrive de penser qu'il faudrait aller extraire dans les textes que j'ai déjà écrits, voilà, des morceaux. Voilà, j'aime la notion de morceaux choisis, vous voyez, hein, des morceaux, et que ça serait sans doute mieux que ce que je vais écrire. Voilà. C'est intéressant parce que ça ressemble à ce que disait Pauline, qui disait oui. je viens écouter en ayant été comme informée ou nourrie des textes de Marie-Hélène Lafont. Après tout, les photographes ont peut-être été aussi nourris de vos textes avant les prises de vue. Alors, pour certains, oui, mais pour d'autres, pas du tout. Hein. Ah non, non, ils y vont à sec. Hein. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ils m'ont jamais lu. Et parfois, c'est... parce que un livre de photos, ça se fait à plusieurs, hein, et parfois c'est l'éditeur qui dit mais il faudrait peut-être demander vous voyez, hein, donc tous les cas de figure sont possibles et inimaginables, hein, mais ma première réponse parfois, hein, surtout quand le temps presse dans l'agenda, c'est de me dire mais allez à la page 32 des pays, c'est là, hein. Bon, mais en fait c'est pas ça qu'on me demande, hein. On me demande une autre forme textuelle, voilà, et c'est très instinctif les raisons pour lesquelles je réponds oui ou je réponds non, hein, voilà, et je sens qu'il va y avoir matière à écho ou pas. Voilà, parce qu'on n'est jamais dans un rapport illustratif, bien entendu, hein, ou dans un rapport de commentaires savants. C'est justement pas ce qu'on me demande et ce que je serais bien incapable de fournir. Alors, qu'est-ce qui apparaît sur ces images qui vous fait dire que oui, vous pouvez écrire en écho? Alors, d'autres vies que la mienne. Toutes les femmes qui viennent du livre paysanne, hein, ont eu, peu ou prou, avec toutes les variantes possibles et inimaginables, les vies que j'eusse eues si j'étais née 70 ans plus tôt, 32 ans plus tôt. Voilà. Donc, d'autres vies que la mienne, ça... Cette pulsion-là qui est assez irrépressible, hein, voilà. Donc il y a ça. Il y a du corps, du corps, du corps. Il y a du silence. Il faut que les photos soient silencieuses. Si elles gueulent déjà, je ne peux rien faire. Voilà. Ou rien tenter de faire, j'ai pas envie. Ça m'assourdit. Il faut que j'ai envie aussi. Voilà. Voilà. Il y a ça essentiellement, vous voyez. Donc il y a de la place. On voyait au milieu de ces visages qui parlent en effet dans le silence, de ces corps aussi. Dans la dernière série, ce sont des paysans qui vivent des amours homosexuels. Donc on a commencé en parlant de ce personnage Marlène qui est étrangère au milieu des autres, mais il y aurait encore tout un chapitre à évoquer sur ce monde paysan contemporain, Marie-Hélène Lafont. Mais au milieu, il y avait un arbre. Et jusqu'à maintenant, on a assez peu parlé des montagnes, des chemins, des cailloux, des arbres qui sont tellement présents dans votre littérature. On va y venir avec Vincent Bouliès et la littérature, mais le voilà. Peut-être pour dire que ce genre d'image porte aussi un silence qui est prompt à déployer une partie de votre littérature. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corps, des voix dans votre littérature, et puis il y a tout ça, quoi, tout le reste. Mais il y a le corps des pays. Absolument. J'appelle le paysage le corps des pays. Hein. Et il y a du silence, il y a de la ténacité, il s'accroche. C'est pentu, hein. C'est pentu. La vie est pentue. Parfois. Vous avez convoqué quelqu'un presque à notre table ou à nos canapés. C'est un peintre qui s'appelle Vincent Bioulès. Bon, peut-être on peut dire qu'il est né en 1938 à Montpellier. C'est une figure emblématique d'un grand mouvement de peinture française qui est né dans les années 70, qui s'appelle le groupe Support Surface. C'est l'un des membres fondateurs de ce groupe-là. Le paysage est très important dans sa peinture. Il a eu un temps moins figuratif et là, il revient à la figuration, mais en mettant dans ses paysages figuratifs comme une sorte de décantation, d'abstraction. Sa dernière série de tableaux a été exposée à la galerie La Forest d'Yvonne et ça s'appelait Évasion. Et dans cette exposition, dans cette série, tout commençait par une fenêtre ouverte donnant sur le paysage, comme donnant envie d'aller y voir.
On l'écoute, il s'appelle Vincent Biolès. Nous avons sympathisé tout de suite, mais j'ai vu qu'elle aimait profondément la peinture. Elle avait vu des tableaux de moi sûrement à Paris, nous en avons parlé. J'ai commencé à lire ses livres, mais dans l'utilisation qu'elle fait des temps, des modes et de la concordance des temps, il y a de multiples références qui se produisent au passé antérieur, au futur, au présent, à l'imparfait, qui sont des moments très définis dans la perception que nous avons du temps et de ce qui nous arrive. Et je pense que là, il y a quelque chose de très singulier dans son écriture, qui peut être considéré comme des sortes de peintures faites avec des mots. Et ce qui est très important, c'est que on sait très peu de choses sur les personnages à proprement parler. Et ensuite, il y a cette référence continue au paysage et à ce massif central dont elle est issue et qui est en quelque sorte, j'allais dire, le motif. Et sa littérature est issue de cette, comme disait Cézanne, de la configuration de son pays, qui est là complètement sous-jacente à tout ce qu'elle peut écrire. Les personnages sont dotés bien sûr d'une psychologie singulière, mais ce n'est pas un écrivain passionné par la psychologie des personnages. Ce sont la situation des personnages en relation avec la nature, avec eux-mêmes, à ce qu'ils vivent, et avec souvent des histoires très, très ordinaires, qui sont celles de la paysannerie, voilà. Et ça me touche beaucoup, parce que c'est proche de la peinture de Cézanne. Le paysage évoqué d'une façon permanente par Marie-Hélène n'est pas un paysage fixe. Il est absolument lié à la manière dont les personnages l'occupent, le traversent. Lorsque soudain, elle peut dire que le soir, la neige va devenir bleue, on est exactement comme face à un travail de peintre. Le mouvement des nuages dans le ciel, c'est ce qui situe le paysage dans une journée singulière et particulière. Ici, par exemple, à Montpellier, il y a une expression populaire, on dit le marin se lève. Le Mistral, le marin qui se répond, mais il y a aussi le grec, et puis le narbonnais, qui sont des vents différents et qui créent des nuages, et qui donc créent une sorte d'animation dans le paysage. Et alors ensuite, il y a quelque chose que j'ai découvert, c'est que lorsque je faisais de la peinture non figurative, je prenais un très grand plaisir à travailler le plus largement possible, avec de grands gestes, etc. Dans les derniers tableaux que vous avez pu voir, les nuages occupent et traversent toute la surface de la toile et m'ont permis justement de retrouver une peinture gestuelle qui a été un peu celle de ma jeunesse. Ça me permet au fond de faire des citations de peinture non figurative à l'intérieur d'un paysage qui représente un aspect de la nature. Plus on s'avance dans l'âge, plus on devient libre. Et les codes dans lesquels nous avons pris connaissance de ce qui est notre création, notre travail quotidien, petit à petit se dissolvent avec le temps et nous laissent confronter avec notre propre expérience de l'espace, du temps, justement. Alors que je suis vieux, j'ai 87 ans, donc je sais que je peux mourir d'un instant à l'autre, mais jamais les instants n'ont été aussi grands. J'ai l'impression d'une sorte d'élargissement de la vie par l'élargissement démesuré des instants. Voilà, c'est quelqu'un qui parle bien, Vincent Biolès. C'est marrant parce qu'il prononce des mots que vous avez prononcés, l'élargissement de la vie, lorsque vous avez parlé du rapport à la littérature. Marie-Hélène Lafon, très beau aussi cette idée d'étendre comme ça à l'instant, à l'infini, de sorte que finalement notre finitude compte un peu moins. Vous citez souvent des peintres en exergue de vos livres, Petit Florilège, morceau choisi donc, Pierre Bonnard, Dessin à la main légère, Forme de l'ombre, c'est mon préf. Valère Novarina, qui est dramaturge, poète, mais peintre aussi, que vous citez. Vous citez Eugène Delacroix, Nous ne possédons réellement rien, tout nous traverse. Vous citez Pierre Soulages, C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Et puis on peut penser évidemment au dernier livre, Vie de Gilles, où les peintures de Denis Laget dialoguent avec votre texte, Marie-Hélène Lafon, et il dit que
c'est de la matière de la peinture qu'il va chercher le surgissement de la figure. Voilà, ce qui pourrait être tout un sujet encore de traversée de votre œuvre. Mais parlons de Vincent Biolès et de cette conversation que vous avez avec sa peinture et de ce qu'il dit de la présence des paysages dans votre œuvre. Oui. C'est l'aventure de l'écriture qui m'a permis, qui m'a donné la grâce, la chance incommensurable de rencontrer un Vincent Biolès ou un Jacques Truffaut, peintre avec lequel j'ai été aussi en dialogue jusqu'à sa mort, les dernières années de sa vie. Ce sont toujours des octogénaires, d'ailleurs, quasi nonagénaires, au moment où je les rencontre. Et ils sont peut-être dans cet instant-là, suspendus au sommet d'eux-mêmes. En tout cas, c'est ce qu'ils décrivent. Jacques Truffaut était comme ça, avec une grande acuité dans le maniement du verbe, et avec une peinture qui reste merveilleuse, toujours merveilleuse et surgissante, d'un élan proprement vertigineux. Et en fait, Vincent Biolès, avant de le connaître, je l'ai entendu parler de Paul Cézanne dans un documentaire, France Culture, toute une vie. Allez, et voilà. La pub. Et oui, pour cette et radio oui, publique et chérie. oui, et oui, et oui. Et oui, qui me nourrit très essentiellement, je dois dire. Et donc, toute une vie, on entendait Vincent Biolès qui était planté au musée d'Orsay devant des tableaux de Cézanne et qui disait des choses tellement essentielles, vous voyez, que je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce type? Et il se trouve que ensuite, j'ai rencontré sa peinture à la galerie, cette galerie qui se trouve rue des Beaux-Arts à Paris, où il expose régulièrement, mais je l'ai connu trop tard pour voir sa grande rétrospective qui avait lieu à Montpellier, puisqu'il habite, travaille à Montpellier, etc. Mais j'ai eu la chance de rentrer en contact avec lui, et immédiatement, j'ai saisi enfin vous l'avez entendu, cette acuité de parole qu'il a. Voilà. Et j'aime aussi qu'il parle en faisant les liaisons, ça me plaît beaucoup. Et puis j'aime ses bretelles, j'aime sa cravate. Voilà, cette façon d'apparaître et de fermer les yeux parfois en parlant, et cette liberté en fait, qu'il n'avait probablement pas quand il avait 40 ans de moins. Voilà. Et je me dis que comme horizon d'attente, quand on a 20 ans, 25 ans de moins que lui, c'est pas mal. Vous voyez, ça place la barre très haut, mais c'est pas mal. Bon, donc ça rend très enviable cet âge-là, en tout cas. Il y a aussi ça, vous voyez. Alors c'est très, je vous réponds par le petit bout de la lorgnette, si je puis dire, mais il y a aussi ça. Voilà. Parce que vous signalez quand même à chaque fois que cette rencontre avec ces peintres se fait dans leur grand âge, je me permets de le dire. Voilà, absolument. Quand même, c'est voilà. Voilà. Mais alors, en retour, parce que c'est comme si ça plaçait aussi la peinture dans un horizon, mais ce que c'est, puisque la placer en exergue de vos textes littéraires, Marie-Hélène Lafont, c'est quand même en faire une ligne, une visée. Oui. Et lui, Biolès dit, elle fait avec la langue, pour ce qui est du corps du pays et du corps des gens, ce que l'on pourrait faire en peinture. Puisse-t-il parler d'or? Parce que je dis volontiers que juste aimer être peintre. Enfin, c'est vraiment une manière d'empoigner, d'incarner la beauté et les vertiges du monde à laquelle juste aimais avoir accès. Hein. Et ça n'est pas ma matière, ça n'est pas ma manière. Je n'ai nécessité et entre guillemets, puissance ou relative compétence que dans le maniement et le travail de la matière verbale. Voilà. Mais cet éblouissement de la peinture, tel que je le ressens en voyant de la peinture, eh bien, évidemment que j'eusse aimé pouvoir être à son origine. Voilà. Hein. Et c'est une vie que je ne vivrais pas. Et alors lui, il a cette particularité que non seulement donc il est peintre et il parle magnifiquement de la peinture, ce que souvent font bien les peintres. C'est pour ça que je les cite en exergue. Je les cite en exergue parce que souvent, ils parlent d'une manière extrêmement précise et révélatrice de la peinture et ce faisant aussi de l'écriture, de la création de manière générale. Voilà. Donc je vais chercher cette parole-là parce que j'aime son acuité, sa précision et d'une certaine manière, sa frontalité. Voilà. Et son énergie aussi. Voilà. Et par ailleurs, elle me permet aussi de ne pas placer, ça m'arrive de le faire, mais de ne pas placer en exergue de mes livres ces grandes langues, celles de Flaubert, celles de Michon. Enfin, vous voyez, comment voulez-vous que j'aille mettre dans le même objet livre d'abord ces langues-là et ensuite la mienne qui n'est que la mienne? C'est pas possible. On peut pas le faire, ça. Donc, en général, je ne le fais pas.
Voilà. Et c'est ça aussi, c'est aussi une stratégie d'évitement ou de contournement. Mais ça n'enlève rien à l'admiration que vous portez par ailleurs à Flaubert, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais vous avez quand même écrit Flaubert Forever dans Chantier. Donc voilà, j'invite chacun à lire Chantier et tout le passage consacré à Gustave Flaubert. Peut-être un instant encore sur les mots de Biolès quand il dit comme si je revenais à la figuration, et gros plan sur ces nuages, mais ce gros plan permet, en profitant de ces mots, quelque chose de l'abstraction su. Et ça, je trouve ça très beau parce que déjà, je trouve que j'espère que ça l'est pour vous, extraordinairement clair quand on le voit à l'écran, c'est-à-dire que en effet, quelque chose de la peinture non figurative su et transpire de ce pourtant nuage. Est-ce qu'il y a quelque chose dans vos textes qui pourrait confiner un peu à ça, Marie-Hélène Lafont? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'abstraction? Je me suis dit que ça allait pas vous plaire, mais pourtant j'ai hyper envie de la poser. Oui, je comprends bien. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça me dépasse. Alors, j'aimerais qu'il y ait quelque chose qui serait si vous voulez, le noyau dur qui serait la poésie pure. C'est ça que je voudrais qu'il y ait dans les textes. Vous voyez, une fois. Alors, bien entendu qu'il y a une stratégie narrative, une dynamique narrative, une chorégraphie narrative, une histoire éventuellement. Narrative, vous appelez ça comme vous voulez, une histoire éventuellement, des personnages, voilà. Mais ce que je voudrais, c'est que on soit traversé, travaillé, le lecteur, par quelque chose qui relèverait de l'acte de poésie. Et l'acte de poésie, c'est l'acte de création, c'est l'acte de réinvention du monde. C'est ce qui fait que on va être à la fois ému, bouleversé, travaillé, peut-être éclairé, peut-être terrassé, tout ça en même temps, par ce que l'on voit sur une toile, le passage du nuage, ou par ce que l'on lit. Voilà. Et c'est tout que ça, que ce foudroiement-là, cet éclair-là du sens. C'est ça que je voudrais. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Parfaitement. Mais je n'ai que ça à dire. Parfaitement. Je pense que c'est cette forme-là ou cette force-là qui est abstraite et agissante. Tout à l'heure, vous avez dit en parlant de l'arbre que c'était du silence, mais pour moi, le noyau dont vous parlez là, il est le cœur battant, silencieux, mais agissant de votre langue. Tout va bien. Agissant, j'aime beaucoup le mot agissant. Vous voyez, ça me plaît beaucoup. Vous avez voulu, en dernier lieu, inviter quelqu'un, danseuse, grande danseuse, elle s'appelle Véronique Doisneau, et vous avez voulu l'inviter à travers l'œuvre d'un chorégraphe qui, lui, s'appelle Jérôme Bel. C'est une œuvre qui fait date dans l'histoire de la danse contemporaine. Elle date de 2004. Elle fait date parce que, dans un premier temps, et ce de manière assez inédite pour ce qui est en tout cas de la danse contemporaine en France. J'espère que je ne m'avance pas, mais je crois. L'interprète parle. C'est une pièce qui a 20 ans et à l'époque ça ne se faisait pas trop sur les plateaux de danse, surtout pas et encore moins quand on est ancienne ou presque ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. C'est une commande qui est faite à Jérôme Bel à ce moment-là et Véronique Doisneau va juste prendre sa retraite. Je vais donc simplement dire deux choses. Lorsque j'ai vu ce spectacle en 2004, je venais moi-même d'être opérée d'une hernie discale et c'était une de mes premières sorties en ville. Donc j'ai entendu, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire de corps-là dans le spectacle de Véronique Doisneau, chorégraphié par Jérôme Bel. Donc il y a cet écho-là. Et d'autre part, puisqu'il s'agit de rendre l'antenne, Véronique Doisneau commence en disant c'est mon dernier spectacle à l'Opéra de Paris. Dans une semaine, je serai à la retraite. Dans 4 semaines, je serai à la retraite de mon métier de professeur.
J'ai envie que ça continue parce que c'est émouvant. Peut-être c'est l'heure, puisqu'on a tant parlé d'écoute, de vous remercier pour la vôtre qui a été si belle. Et si vous voulez bien, on va se quitter sur une lecture. On m'a dit qu'on avait encore le droit à 3 petites minutes. Alors voilà le dernier livre que vous avez publié, Marie-Hélène Lafont. J'en profite comme vous me frôlez pour vous remercier vraiment pour cette conversation. Ça s'appelle Vie de Gilles. C'est paru aux éditions, les éditions du Chemin de Fer. Et donc, il y a les peintures de Denis Laget. Vous serez ensuite en dédicace pour ce livre dans le Théâtre de la Criée. Théâtre de la Criée, dont je remercie les équipes. Festival Haut les Beaux Jours, dont je remercie les équipes. Public de Haut les Beaux Jours, dont je remercie l'écoute. Et un grand merci à Nicolas Lafitte qui a conçu avec moi cette conversation. Marie-Hélène Lafont. J'ajoute mon merci à tous ces merci. Vie de Gilles, donc. Depuis qu'il va au catéchisme, Gilles, il va au catéchisme, il a 8 ans. Depuis qu'il va au catéchisme, il est plus à l'aise pour imaginer l'enterrement du père. Le film est toujours le même, et il aime le dérouler jusqu'au bout quand il est dans son lit. Il se voit assis dans l'église pleine, au premier rang, entre ses sœurs, Claire à gauche et Isabelle, qui a presque 13 ans, à droite. Sa mère est de l'autre côté de l'allée, elle aussi assise entre ses 2 sœurs aînées. Les gens défilent devant le cercueil. Ils font le signe de croix, déposent de l'argent dans la corbeille du curé et les regardent, eux, les 3 enfants et la mère, en se tournant d'abord d'un côté, puis de l'autre. C'est l'hiver. Le père meurt toujours en hiver. Tous portent de gros habits et des chaussures fourrées. Il reconnaît certaines des personnes qui passent, le vétérinaire, le cantonnier, les dames de la cantine, le marchand de fromage, l'épicière, l'instituteur, la nini et ses sœurs, Félix. En voyant Félix, chaque fois il se demande si l'enterrement sera fini à l'heure de traire les vaches, et si Félix saura se débrouiller tout seul. Personne ne pleure. Il est certain que le père ne peut pas ressortir du cercueil qui est bien fermé et recouvert d'une croix dure et lourde. Il se demande à quoi pensent ses sœurs, surtout la sœur aînée qui a dû revenir du pensionnat exprès pour l'enterrement du père. Le pensionnat est loin, la sœur aînée ne rentre pas chaque semaine à la ferme et il ne sait jamais quoi lui dire quand elle est là. Il remue ses orteils à l'intérieur de ses souliers montants marrons qui sont un peu trop grands pour lui. Ses chaussettes sont douces et chaudes. Le film s'arrête là.